Nous sommes donc à la belle époque, en 1898, lors de l'implantation du cimetière des Chiens. Quand on a implanté le cimetière des Chiens, il y avait toujours les promenades dominicales, des Agnérois, les promenades familiales, mais il n'y avait plus cet engouement des Parisiens pour les bords de Seine. Asnières présentait un aspect multiple. Il y avait donc encore les bords de Seine, il y avait le vieux cœur de la ville et aux abords, il y avait toute une zone réservée aux gens du chiffonnage. Il y avait donc cette île des Ravageurs qui n'était pas employée d'une façon très, très régulière. C'était une île où l'on trouvait des ferrailleurs qui venaient puiser, paraît-il, des métaux dans la Seine. Dur travail, mais on n'a pas tellement parlé de la vie de ces gens-là. Eugène Sue s'est emparé du sujet dans son fameux roman « Les mystères de Paris » et il en a fait une île de mauvais garçons. Ça n'est pas tout à fait vrai. Cela a beaucoup nui, si vous voulez, à cette île des Chiens, puisqu'elle est devenue, comme nous le savons par la suite, l'île où on a implanté le cimetière des Chiens. C'était une propriété privée, on ne fait pas ce qu'on veut avec le bien des autres. La ville l'a mis en valeur à partir du moment où elle l'a racheté. Mais avant, elle ne pouvait pas intervenir. Et justement, tout le monde était assez attristé par l'aspect qu'il prenait, car le fleuve rognait les bords et les terres s'écroulaient dans la Seine, si bien qu'une partie du cimetière a disparu. Les tombes qui étaient trop près d'un bord ont disparu. C'est Marguerite Durand qui est à l'origine de la création du cimetière des Chiens. Était une sacrée bonne femme, comme on pourrait dire. C'était une femme très remuante, une féministe, et rien ne lui résistait. La preuve, c'est qu'envers et contre tout, elle est arrivée à créer ce qu'elle voulait créer pour les animaux. Le cimetière zoologique d'Asnières a été fondé par l'avocat Georges Armoy et par la féministe célèbre dans son temps, Marguerite Durand, en 1899. Elle aimait beaucoup les animaux. Elle a eu un lion, elle a eu un cheval, elle avait des chiens, des chats. Enfin, c'était une femme extrêmement amoureuse des animaux, comme d'ailleurs beaucoup de féministes de son époque. Elle faisait partie de plusieurs ligues de défense des animaux, de la Société protectrice des animaux, des ligues d'anti-vivisection. Donc elle avait un intérêt personnel à la création de ce cimetière, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle va y trouver rapidement un intérêt financier assez important, comme en témoignent les agendas que nous avons conservés, qui nous ont été légués par sa famille et dont nous conservons quelques années à la bibliothèque. Et ces agendas lui servaient, peut-on dire aussi, de livre de compte, et assez régulièrement, nous voyons dans la colonne des recettes l'argent que ce cimetière a pu lui rapporter. En 1896, on lui demande d'aller assister à un congrès féministe international qui, à l'époque, se tient à Paris. Et elle y va sans intérêt particulier pour le féminisme. Disons qu'elle est tout à fait novice sur le sujet. Et elle y va plutôt dans l'idée d'écrire un article humoristique, satirique, puisqu'on a dit que beaucoup d'étudiants allaient se rendre à ce congrès pour se moquer de ces bonnes dames. Donc elle y va à peu près dans cet esprit-là. Et lorsqu'elle assiste au débat, elle découvre complètement les thèses féministes qui sont débattues dans ce congrès. C'était une conversion pour elle, en fait. Elle s'était convertie au féminisme. Dès l'année suivante, 1897, elle va créer le journal qu'elle avait prévu de créer, qui va s'appeler La Fronde. Et elle va rencontrer beaucoup de difficultés dans la création de son journal. D'abord des difficultés financières, évidemment, et puis des difficultés de recrutement de ces journalistes, parce que l'une des grandes originalités de La Fronde, c'est d'être un journal entièrement fait par des femmes, administré, géré, rédigé, composé
par des femmes. Elle s'était fait absolument un point d'honneur à ce qu'il n'y ait aucun homme dans l'équipe de la fronde. Qu'elle était très élégante, comme le tableau de Queyron le montre. Hein. C'est un tableau qui est peint au moment de la fronde. Et c'est un thème presque militant chez elle, l'élégance et la beauté. Et elle dit que les féministes sont souvent tournées en dérision, en ridicule, parce qu'elles sont caricaturales. Donc c'est un devoir pour elle d'être toujours très élégante. C'était une figure du tout Paris, hein, si on peut dire. Elle connaissait beaucoup de monde dans le théâtre, dans le milieu politique, dans le milieu journalistique. Donc c'est une femme qui a beaucoup de relations. Donc elle a pu les faire jouer à certains moments. Hein. Si elle a été une personnalité très célèbre en son temps, on peut dire qu'elle est tout de même un petit peu oubliée aujourd'hui, à la fois par rapport au cimetière des chiens et puis dans le rôle qu'elle a joué dans le féminisme français. Le cimetière a été, depuis sa création jusqu'en 87, donc un cimetière privé. En 1987, les propriétaires de l'époque ont décidé de la fermeture du cimetière. Cette nouvelle a ému tous les amoureux du vieux cimetière qui se sont formés en association et qui, aidés par la ville d'Asnières qui en a demandé le classement, ont permis d'une part l'inscription du site à l'inventaire des sites inscrits et puis ont abouti également au rachat par la ville du cimetière. Ce qui a permis effectivement de sauver le cimetière qui était voué à disparaître. Donc depuis le 1er février 1997, la ville d'Asnières est propriétaire et gère en direct le cimetière des chiens d'Asnières. Les chats que vous voyez se prélasser sur les tombes, venir dire bonjour aux visiteurs, il s'agit de chats libres, donc de chats qui vivent ici dans le cimetière, qui sont gérés, si on peut dire, par une association qui veille à leur bien-être, qui assure les soins vétérinaires, l'alimentation, dont les personnes de cette association viennent tous les jours nourrir les chats, s'occuper des chats, vérifier que tout va bien, éventuellement emmener l'un d'entre eux s'il est malade chez le vétérinaire pour des soins. Ils sont l'âme du cimetière. Ils ont été officiellement mis sous la protection de la ville, puisque dans le nouveau règlement, l'ensemble des chats du cimetière est placé sous la protection de la ville d'Asnières et bien sûr sous la protection plus directe de l'association du cimetière des chiens. Dans ce cimetière zoologique, il n'y avait pas que des chiens. On y trouve un serpent, je crois, on y trouve un cheval, on y trouve beaucoup d'oiseaux et surtout beaucoup de chats. Je crois que le cheval qui a été enterré devait être un cheval ayant appartenu à Marguerite Durand. Quelquefois, les maîtres sont plus célèbres que les animaux et les maîtres le font bien sentir le faisaient sentir à l'époque puisqu'ils faisaient sculpter sur la tombe de leurs chiens leurs armes, leurs couronnes de marquis. Le cimetière des chiens était très contesté, extrêmement contesté, car on s'étonnait de voir enterrer des chiens avec des mausolées extraordinaires à une époque où bien des gens n'avaient même pas droit à une pierre tombale. Il y a des personnages, des animaux célèbres. Il y a Henri Rochefort, qui n'était pas un tendre particulièrement, avait fait enterrer, je crois, ses chats. Cléo de Mérode également. La mascotte des chasseurs à pied, Mémère.
l'histoire du chien de guerre, c'est 30 siècles d'histoire de la guerre. Les empires n'auraient pas été ce qu'ils sont, l'histoire des hommes n'aurait pas été ce qu'elle a été si les animaux, notamment les chevaux et les chiens, n'avaient pas contribué à l'entreprise guerrière des peuples qui se sont servis des chiens et des chevaux principalement, mais pas seulement, pour asseoir leur conquête et les garder surtout. Les chiens de guerre ont tout de suite été assimilés aux soldats, c'est-à-dire ils ont été nomenclaturés comme un soldat. Ils ont reçu des numéros d'enregistrement, ils ont reçu des noms de guerre, et bien sûr, comme tous les soldats, ils ont été assujettis aux lois de la guerre, c'est-à-dire aux sanctions pour manque et aux récompenses pour. Il existe une véritable osmose entre le conducteur et l'animal, notamment avec les éléphants, notamment avec les chevaux, mais plus encore avec les chiens. C'est-à-dire que en fait, le caractère du conducteur rejaillissait sur le chien, le caractère du chien rejaillissait sur le conducteur. On peut dire que c'était un être bicéphale. La presse française en 14-18 a beaucoup montré comment les soldats français qui avaient été blessés au combat étaient hospitalisés en même temps que leurs chiens. Et les soldats aimaient se faire photographier avec leurs chiens blessés, parce que dans leur esprit ne faisait qu'un, mais dans l'esprit du chien, on faisait aussi qu'un. Et vous avez par exemple, et ça c'est corroboré par de nombreux témoignages, pourquoi est-ce que des chiens à qui on n'avait jamais appris à le faire ramassaient le drapeau, le fanion? Et ça, les témoignages sont par, mais on va dire, pas par centaines, mais presque. On a vu dans des attaques, l'homme tombe, le fanion tombe, le chien ramasse le fanion. Le chien a la même excitation et a la même désignation mentale de l'ennemi que son conducteur. Et ça, c'est-à-dire il va reconnaître les uniformes et il va même reconnaître, en fait, quelquefois, si l'ennemi a par ruse ou par surprise enfilé un déguisement, machin, il va le détecter. C'est-à-dire, en plus de ça, il a un sens de la prospective guerrière. À partir du XXe siècle, les chiens qu'on pouvait dénommer chiens d'attaque proprement dit, c'est-à-dire qui se trouvaient en première ligne et qui se ruaient les premiers, avec les premiers éléments de l'infanterie, sur les troupes ennemies, ont disparu. Ils ont été missionnés pour d'autres fonctions, tout aussi importantes et même quelquefois plus importantes encore. Ravitailleurs de munitions, démineurs, chiens parachutistes, entre parenthèses, c'est les Français qui ont inauguré ça, porteurs de messages, chiens télégraphistes, tous les rôles, mais ils ont gardé un rôle de première ligne pour les patrouilles. Les chiens en fait ont eu deux rôles principaux. Ils ont eu les rôles donc de véritables soldats, c'est-à-dire engagés au même titre que les autres armées dans des rôles qui leur étaient bien composés, bien spécifiques, et qui correspondaient aux besoins de tactique de l'armée engagée sur le terrain. Et ils ont eu surtout un rôle absolument fondamental d'assistance aux blessés. C'était le chien peut-être à qui on demandait le plus de spécificité, le plus de dons. Il ne devait être perturbé par rien, ni par la présence d'une chienne, il fallait qu'il sache détourner les positions ennemies. Il fallait qu'il aille exactement à l'endroit où on l'attendait et pas à côté, parce que ça pouvait avoir des conséquences désastreuses. Et il fallait ensuite qu'il fasse le chemin retour avec la réponse. Tout ça toujours dans les mêmes conditions, le plus rapidement possible. C'est-à-dire rapidement aussi, c'est avec un train d'enfer, pour échapper aux balles, aux coups et surtout à l'observation de l'ennemi qui essayait de les détecter. Et ils s'en sortaient tous très bien. Ce qui est peut-être le plus formidable avec les chiens, c'est un sens inné, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un sens inné de la situation. C'est un sens inné de savoir à quel moment il faut rester tapi, à quel moment il faut au contraire aboyer pour impressionner, à quel moment au contraire il faut se taire, à quel moment il faut contourner, à quel moment il faut suivre à distance ou à quel moment il faut suivre de près. Et ça, les chiens, après avoir eu un dressage, mais le dressage ne fait pas tout. Il faut que c'est le chien lui-même qui sait dans quelles circonstances il doit mettre en œuvre ce qui lui a été appris. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire chez le chien. Moi, j'appelle ça le sens de la circonstance. C'est quand même un engagement mental, on va dire, presque dans le conflit auquel il a été mêlé, il faut le dire, contre son gré très souvent. Mais le chien, il trouvait certaines satisfactions. Les experts allemands disaient, en fait, les deux meilleurs chiens, ce sont les collets
et les Erdal. Mais seulement c'était 2 chiens anglais. Et en fait, ce sont les bergers allemands qui ont enlevé la notoriété mondiale, puisqu'aujourd'hui, toutes les armées du monde ont des bergers allemands. Bon, quelques-uns ont des bergers belges, malinois, Tervuren. La guerre de 14 a mis sur le théâtre des opérations 14 millions d'animaux. 14 millions d'animaux, c'est-à-dire 2 fois plus en réalité, mais 14 millions considérés comme soldats, c'est-à-dire enrôlés dans l'armée avec un numéro de matricule référencé, un nom, avec un livret militaire, en gros. 14 millions. Sur ces 14 millions, à peu près 160 000 ont été décorés pour fait de guerre. Quant aux chiens proprement dit, c'est la France qui les a le moins utilisés. Elle s'en est repentie. Mais par exemple, on sait que pendant la guerre de 14, les Allemands ont utilisé à peu près 25 à 30 000 chiens, et que pendant la guerre de 40, ils ont utilisé à peu près 90 000 chiens, dont 45 000 venaient de leur propre élevage, de leur propre formation, les autres chiens de guerre étant pris à l'ennemi, rééduqués. Et en tout cas, tous se sont conduits avec bravoure et ont payé cher de leur sang, puisqu'on considère qu'à peu près, armée perdante ou armée gagnante, les proportions sont à peu près les mêmes, les 2 tiers des chiens ont péri au combat, ont fini par périr au combat. Mais la guerre de 14 et la guerre de 40, les deux, a été par exemple prétexte à l'édification de plusieurs centaines de monuments dédiés au courage des chiens et des pigeons et des chevaux. Mais près de la moitié, ce sont des monuments placés dans tous les villages anglais dont les habitants avaient fourni des chiens aux militaires pour aller se battre en Europe. Ces monuments perpétuent la mémoire d'actes d'héroïsme de chiens. Alors les tombes qui pourraient être célèbres, il y a donc les chats de Courteline qui sont tout de suite à l'entrée du cimetière. Rintintin, bien sûr, le chien de cinéma, dont le maître était américain et est mort en France, je crois, donc le chien est enterré ici. Alors cette tombe portait le buste de Rintintin jusqu'à la fermeture, durant laquelle la plupart des statues ont été volées, dont celle-là. Le chat de Guitry, nommé Désiré, bien sûr. Le cimetière compte également la tombe du 40 millième chien qui a été enterré, qui est un chien qui est venu mourir aux portes du cimetière, donc, et qui a été enterré dans le cimetière, donc je dirais dont les frais ont été pris en charge par le cimetière lui-même, et c'est une sorte d'hommage à tous les chiens, compagnons des hommes qui un jour se trouvent à la fin de leur vie. À l'entrée du cimetière est élevé le cénotaphe de Barry, ce qui signifie que le corps de Barry n'est pas enterré ici. C'est un monument à la mémoire de Barry, qui était donc un chien de montagne. C'était un chien du monastère des Grands Saint-Bernard, des moines du Grand Saint-Bernard, qui avait pour mission d'aller chercher les hommes perdus dans la montagne. Barry aurait été poignardé par l'homme qu'il serait venu sauver, qui n'aurait pas reconnu le chien et l'aurait pris pour sans doute un ours dans la montagne. Barry a fait ce qu'ont fait la plupart des chiens. Il a fait la trace, il a mené peut-être la meute parce qu'il était un chef. Il en a trouvé certainement au bord de la piste, ceux qui étaient sous la neige, peut-être morts, d'autres vivants. C'est ce que faisaient tous les chiens. Mais je pense qu'étant peut-être particulièrement dynamique, il a eu peut-être l'occasion d'en faire plus que d'autres. Le Barry, ça vient d'un mot allemand, Bär, l'ours, c'est un petit peu son apparence, on voyait un peu comme un ours qui arrivait. Et c'est le premier chien qu'on voyait, puisque ce sont des chiens de meute. Il n'allait pas avec un seul chien, il y avait plusieurs qui allaient, mais devant, il y a le mâle qui mène la meute. Alors le premier qu'on voyait arriver, c'était le mâle, et c'est Barry. Nous avons toujours dans notre meute un chien, un mâle, qui s'appelle Barry, un peu en souvenir justement de ce Barry qui était à l'origine je dirais entre guillemets, de la légende du chien du Grand Saint-Bernard.
Encore une fois, si je dis légende, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Derrière la légende, il y a à découvrir une réalité dont la légende nous amène la tradition de cette réalité du sauvetage. C'est vers le milieu du XIe siècle que Bernard de Menthon a fondé, a posé les premières pierres de ce refuge. À l'origine, ce col, depuis la plus haute antiquité, c'est un col qui était très fréquenté, c'est un grand passage à travers les Alpes. Alors, ce que Bernard, le fondateur, a voulu, c'est qu'on aide simplement le passage des gens qui devaient franchir ce col. Chaque jour, on devait aller de chaque côté de la montagne jusqu'à un point donné où on accueillait les gens qui devaient passer le col et on les accompagnait jusqu'ici où ils avaient droit à être hébergés, nourris gratuitement. Et le lendemain, eh bien, on les accompagnait sur l'autre versant. Donc c'était un petit peu ce rôle d'aider le passage. On sait qu'au cours des grandes foires en Europe, vers le Moyen-Âge, ce col a été très 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 fréquenté. On a accueilli jusqu'à 600 personnes certains soirs. On peut imaginer, quand on voit la neige encore à cette époque, on peut imaginer combien cela devait représenter de difficultés, hein, parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques que nous avons actuellement, de raquettes ou de ski. Il s'agissait de passer à pied avec un équipement qui devait être rudimentaire, ça devait être une épopée. Les chiens actuellement sont durant l'hiver à notre chenil à Martigny et ils viennent ici l'été seulement. Le chien du Saint-Bernard est effectivement un symbole de la région. Il nous aide à définir un peu notre région touristique. C'est d'ailleurs avec lui que nous avons aussi notre slogan touristique, Martigny et sa région, au pays du Saint-Bernard. Alors au pays du Saint-Bernard, c'est le sens un peu large du terme, ça englobe l'hospice, le col du Saint-Bernard qui fait la liaison entre le Valais suisse et la vallée d'Aosta en Italie. Et c'est aussi l'hospice, toute son histoire, et puis l'histoire du chien lui-même, bien entendu. Actuellement, sont durant l'hiver à notre chenil à Martigny, et ils viennent ici l'été seulement. Le chien du Saint-Bernard est effectivement un symbole de la région. Il nous aide à définir un peu notre région touristique. C'est d'ailleurs avec lui que nous avons aussi notre slogan touristique, Martigny et sa région, au pays du Saint-Bernard. Alors au pays du Saint-Bernard, c'est le sens un peu large du terme, ça englobe l'hospice, le col du Saint-Bernard qui fait la liaison entre le Valais suisse et la vallée d'Aosta en Italie. Et c'est aussi l'hospice, toute son histoire, et puis l'histoire du chien lui-même, bien entendu. On situe l'origine du Saint-Bernard en Sibérie. On le fait venir depuis la Sibérie, semble-t-il, puisque jusqu'au siècle dernier, les gens traversaient le col à pied, sans ski évidemment. Et puis dans la neige fraîche, ils s'épuisaient, ils avaient de la peine à arriver jusqu'au col. Beaucoup mouraient d'épuisement. Puis d'autres mouraient parce qu'ils se perdaient dans la nature. Ils ne trouvaient pas le col. Alors, d'où le double intérêt des chiens de faire une piste sur laquelle ils passaient tout l'hiver. Et donc la piste était battue. Avec leur flair, ils sentaient où se trouvait la piste. Et ils passaient toujours exactement au même endroit. Donc les personnes ne s'épuisaient pas.
Et en plus de ça, elles ne se perdaient pas non plus, elles arrivaient toujours au but. Et en ce sens-là, ils ont sauvé, je pense, peut-être 100 fois plus que ce qu'on imagine. Actuellement, le sauvetage a bien évolué. Autrefois, bien sûr, nous n'avions pas les moyens que nous connaissons actuellement d'hélicoptères pour aller sur les places d'accidents. Alors, autrefois, il fallait un chien qui dure, qui soit solide, qui puisse marcher longtemps. Actuellement, le sauvetage a bien changé. Il faut aller vite, il faut faire vite, et on a les moyens de faire vite, on a des hélicoptères. Alors le Saint-Bernard se trouve plus lourd, un peu lourdeau. Alors on a opté actuellement bien sûr pour un chien plus agile, plus léger, plus rapide. Touche. Viens, Vicky. Viens, le chien. Ouais, bien, Vicky, viens. Viens. Viens, mon chien. T'as trouvé une personne, Vicky. Pour la peau. Le temps qui est fort joli. À 4000 mètres. En Valais, nous sommes à peu près 80 conducteurs de chiens, c'est-à-dire à peu près moitié-moitié, donc 40 du Valais romain et 40 au valaisan. Donc nous, le groupement de Martigny, on a à peu près le plus grand nombre de conducteurs pour un secteur donné dans le Valais. Donc je trouve que c'est remarquable. Et puis bon, la plupart de nos conducteurs de chiens, c'est des très jeunes conducteurs. On force personne à devenir conducteur. C'est vraiment une passion vraiment assez forte, quoi. Parce que premièrement, on a la passion du chien et puis vraiment la passion du ski. Alors, les touristes, il faut qu'on les maîtrise, l'avalanche. Parce qu'ils font, des fois, ils embêtent plus qu'autre chose. Alors, il y a des gens, des professionnels qui sont là, des guides, et c'est maintenant du sauvetage. Et nous arrivons, donc dès que nous est arrivé, ça, conducteur de chien, il dit de faire telle et telle chose. Le chien fait confiance au chef. Vous êtes son chef de meute. Si vous passez, le chien il passe. Mais si une fois il se fait mal ou vous l'avez fait passer, c'est grave. Le chien vous suit, vous êtes le chef, vous êtes le meilleur. Il vous voit comme tel. Le chien, il se fatigue énormément avec le flair sur une avalanche. Maximum, je pense que c'est 20 minutes de travail. Puis après, on le met au repos peut-être 10-15 minutes. Puis après, on peut retravailler avec notre chien. C'est pas tellement le physique, c'est plutôt le flair. Il perd énormément d'énergie en cherchant. Concentration. Ouais. Et puis bon, la température aussi. Vous avez pu voir tout à l'heure, c'est incomparable avec une recherche en plein hiver quand il fait moins 10, quoi. Donc les chiens, ils se fatiguent énormément, quoi. Mais bon, ça nous à connaître notre chien. On sait qu'au bout de 20 minutes, il y a certaines attitudes du chien qui nous permettent de dire, écoute, il faut que tu stoppes le travail. Notre activité commence à partir malheureusement du décès d'un animal de compagnie, soit chez le vétérinaire, soit chez le propriétaire. S'il souhaite le faire inhumer au cimetière des chiens,
au cimetière animalier d'Asnières, qui est à 500 mètres de notre établissement. Nous le prenons donc en charge afin de prévoir avec le propriétaire le jour, l'heure d'inhumation et de choisir avec lui les prestations pour l'inhumation directement et la sépulture par la suite. Et les cercueils, puisqu'il faut bien en parler, nous avons une gamme relativement étendue qui va du modèle assez simple en pin massif avec le capiton et tous les accessoires qui s'y rapportent, jusqu'à des cercueils en chêne un petit peu plus élaborés, en chêne massif 22 mm avec des moulurages très esthétiques et un capiton beaucoup plus moelleux. L'inhumation peut avoir lieu effectivement aussi dans un terrain privé. Il faut quand même savoir qu'il y a une réglementation à respecter. Tout le monde ne peut pas y avoir accès. Il faut quand même se renseigner auprès de la mairie de son domicile pour savoir si on a le droit d'inhumer dans sa propriété. En général, nous arrivons au cimetière bien avant l'heure de l'inhumation afin de procéder à la mise en bière et de préparer l'animal de façon que la famille le retrouve dans une position familière et la plus esthétique possible. Donc nous faisons une présentation à la famille de leur animal et seulement après, souvent des photos, après un moment de recueillement, le conservateur nous autorise à fermer définitivement le cercueil et à procéder à l'inhumation. Au moment de l'inhumation, bon, c'est quand même la peine et la tristesse qui dominent, d'une manière très évidente, même parfois, peut-être même pour certains un peu plus que pour un être humain. On sent vraiment une déchirure et une souffrance, donc il faut respecter et que nous respectons. Au moment de la mise en bière, les maîtres qui amènent tous les accessoires, la robe de chambre sur laquelle le chat se couchait, et récemment on a eu un particulier qui a ramené l'urne de son chien et qui a souhaité l'envelopper dans sa chemise. Il nous est arrivé d'inhumer à domicile un petit chien et nous avons eu la surprise de voir le maître, ou la maîtresse plus exactement, qui était une personne âgée, sortir de son pavillon en grande tenue de deuil de son époque, bien sûr, avec voilette et missel à la main. Et c'était assez extraordinaire, on peut dire. Alors les concessions dans le cimetière d'Asnières sont de 3 tailles. Il y a 1,5 m², il y a 0,75 m² et 1 m². Ça, ce sont pour les animaux domestiques. Il est évident que pour un cheval, on a des terrains spéciaux pour pouvoir les inhumer. Et là, il n'est plus question de mètres carrés. Là, c'est un petit peu à la demande. Pour la sépulture, il y a là un large choix de matériaux, de formes qui se définissent après, parce qu'on laisse un petit peu le temps aux gens de faire leur deuil, comme on dit. Pour un petit animal de 4 à 5 kilos, il faut compter une enveloppe de 3 à 4 000 francs, sans parler du monument que la famille fera par la suite, avec l'inscription, la photo et tout un tas d'accessoires qu'elle pourra rajouter à loisir pour honorer dignement son animal. On était marbrier funéraire et pompe funèbre, on peut dire, pour les humains. Et donc, notre voisin, se connaissant depuis plusieurs années, nous a proposé son affaire et reprendre le cimetière animalier de Villepinte. J'ai des clients qui viennent régulièrement tous les dimanches se recueillir sur leur petite tombe parce que je pense qu'ils donnent aussi la même fidélité à leur animal que ce que l'animal a pu leur donner du temps de sa vie. Je pense qu'ils viennent au cimetière des animaux déjà pour les enterrer, c'est vrai, mais aussi pour leur redonner ce que l'animal leur a apporté pendant ces 10 ans ou ces 15 ans de vie avec eux. Le cimetière de Villepinte comporte beaucoup plus de chats que de chiens. Au contraire, on a beaucoup de chiens aussi, mais la majorité ce sont des chats. Des concessions où il y a beaucoup de chats, puisqu'on réduit les squelettes et on refait de la place pour mettre d'autres petits chats qui viennent par la suite. On a des tombes où il y a un mélange de chats, de chiens et exceptionnellement un pigeon, à notre connaissance, puisqu'il y a un chat, un chien et un pigeon. On a quelques caveaux de vendus
par avance dans ce cimetière. Donc il n'y a pas du tout d'animaux dedans, c'est simplement réservé et vendu. Tous les animaux qui sont enlevés de ces concessions sont mis dans un grand ossuaire. On a à disposition dans le cimetière un ossuaire, donc tous les corps restent quand même, les dépouilles restent là au niveau du cimetière, mais dans un grand caveau. La visette, c'est une petite bête qui a été envoyée autour de la Lune, vers la Lune, et pour la science, et qui est décédée bien sûr là-haut. Et ce monument a été érigé à l'époque en souvenir pour les animaux morts pour la science. La clientèle que j'ai au cimetière des animaux actuellement, ce sont des gens qui sont très 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 gentils, ça je peux le dire, et qui sont, disons, ils viennent discuter le dimanche avec nous, on passe des heures ensemble à discuter, il y a des contacts qui se créent, et je pense qu'avec les années qui vont venir, on va avoir de plus en plus de très 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 bons contacts. La combustion d'un corps, pour un corps entendu comme le cadavre d'un animal ou d'un être humain, s'appelle la crémation. Et c'est une curiosité historique, le mot a disparu du dictionnaire de la langue française. Et quand on dit actuellement crémer, c'est faire de la crème, vous pouvez vérifier la définition sur le dictionnaire, alors que crémer signifie brûler un corps. Avec le cimetière d'Asnières, nous avons des relations très privilégiées, puisque pour des questions d'éthique, lorsqu'il procède à des exhumations, il nous apporte les animaux pour incinération, nous restituons les cendres qui sont dispersées dans l'enceinte du cimetière, dans un ossuaire qui le reprend. Pourquoi faire incinérer l'animal? Bien, d'abord, c'est pour apporter la dignité là où il n'y en avait aucune, parce que différemment d'autres méthodes, dans l'incinération, il n'y a personne qui va récupérer quoi que ce soit sur l'animal. C'est-à-dire, nous sommes de notre vivant une forme d'énergie, et par le biais de l'incinération, nous allons devenir une autre forme d'énergie, mais sans qu'il y ait eu manipulation, trafic ou quoi que ce soit. Dans la crémation, il va rester obligatoirement des cendres, et ces cendres-là seront le souvenir du dernier acte de dignité qui a été apporté à l'animal. On peut dire qu'on est passé d'un 15% de notre activité à 30% pour les chats. Mais c'est quand même le chien qui est le plus demandé encore actuellement. Entre les incinérations dites industrielles et puis les incinérations comme nous les pratiquons pour la dignité artisanale, les techniques sont radicalement différentes, qui aboutissent à des prix différents, mais pour le respect de l'animal, il faut s'adresser à l'artisan et pas à l'industriel. Lorsqu'il y a un cérémonial qui est mis autour, pour nous ça devient tout de suite insolite. Et donc ce sont des faits culturels, et on voit par exemple dans les pays orientaux, lorsqu'ils nous apportent le corps, il est souvent entouré de fleurs, pris dans des draps rouges ou différentes couleurs. Et il y a tout un petit cérémonial, où les bouddhistes par exemple, qui expliquent un petit cérémonial. Souvent c'est assez émouvant, c'est difficile d'en parler en termes de curiosité, parce que ce sont des choses très intéressantes, très sympathiques en tout cas. Mais ce qui me vient à l'esprit, ce que je vais citer comme chose étonnante, c'est un chat que nous avons, c'était un siamois. Pour ce chat, il y a eu un cercueil, un vrai cercueil comme celui d'un enfant, d'un bébé. C'était une composition qui était assez artistique, et ça me frappait l'esprit. Il existe différentes formes d'obligations. La première, c'est au niveau des autorisations. On ne peut pas faire ça où on veut, il faut des autorisations spéciales, particulières, qui sont des autorisations concédées par la préfecture. Les demandes qui nous sont formulées par les propriétaires d'animaux sont diverses, différentes, quant à la destination des cendres, et celle qui est la plus couramment utilisée, c'est d'envisager, soit de le faire, soit d'envisager à ce que les cendres soient mises dans le cercueil du propriétaire. Il faut savoir que les os résultant d'une exhumation ne peuvent en aucun cas entrer dans un cimetière. Il en est hors de question parce que les os sont la représentation, sont les restes de l'animal lui-même. Alors que les cendres issues d'une incinération sont un objet qui ne peut en aucun cas être identifié comme étant les restes d'un animal. Et au titre de tous les objets précieux et sans valeur ayant appartenu au défunt peuvent être introduits en quantité raisonnable dans un cercueil.
Ce qui fait que par le biais de la crémation, il est possible de mettre dans un cercueil les cendres d'un animal, alors qu'il n'est pas possible de mettre les os d'un animal. On peut retenir 2 tarifs. Pour les chats, par exemple, c'est un forfait de 550 francs. C'est le tarif actuel à 1999 et qui tient compte de la crémation. Et puis on peut parler d'un autre tarif moyen, c'est-à-dire des animaux de poids bien plus important, par exemple 30 kg. Le coût de la crémation individuelle est de 890. Le souhait que j'ai, c'est de recommander aux propriétaires de l'animal, qui sont demandeurs d'une crémation, c'est de l'accompagner jusqu'au bout. La taxidermie, bon, c'est à la fois une profession, mais c'est en même temps artisanal et artistique, puisque ça comprend la sculpture. Chaque animal qui est fait, comme le chevreuil ou autre, tous ses muscles sont refaits à la terre glaise pour arriver à redonner réellement sa vraie forme, sa véritable position première. Les animaux domestiques, on en fait quand même assez peu. Disons, on en fait un tous les 2 mois ou autre. Il ne faut quand même pas se figurer que ça meurt à tour de bras et que tout le monde va faire naturaliser son animal non plus. Disons que 90% de la clientèle sont des chasseurs. 5% sont des pêcheurs. Et les 50% qui restent sont des gens qui tenaient un animal familier. Ça peut être un serin, ça peut être... je dirais pas un poisson rouge, mais presque. Et bon, ces personnes-là sont déterminées, ils viennent avec une photo, et ils disent, voilà, ça c'est la position habituelle de mon animal, et je voudrais qu'il soit exactement comme ça. Pour le restant, si c'est des chasseurs, ils demandent plus souvent du classique, c'est-à-dire, soit qu'ils regardent à droite ou à gauche selon le lieu où ils veulent le mettre, sinon le reste, non, il n'y a pas beaucoup de... C'est vraiment nous-mêmes qui décidons de la position, de l'attitude qu'on veut donner, ou autre. Les animaux domestiques sont moulés, on moule le corps, on prend l'animal qu'on dépouille d'abord, on enlève la peau, qui elle va être lavée, traitée, etc. Le corps, lui, par contre, va être congelé dans la position demandée par le client. Une fois que l'animal est congelé, on fait un moule en plâtre ou en fibre de verre directement sur le corps. Ces 2 pièces sont fermées, serrées avec des serre-joints, et on coule de la mousse de polyuréthane à l'intérieur, qui va donc durcir rapidement, qui va être un produit malléable, c'est-à-dire de l'époxy et autres. Alors, si on lui remonte ses pattes, voilà, il va être donc, on a fait les pattes avant, les pattes arrière, on a fait tout le monde en séparé, et on n'aura plus qu'à remettre la peau dessus qui correspond, voilà. On n'aura plus qu'à le rhabiller. Tout animal est fendu de l'anus jusqu'au pinceau pelvien, et on essaye de tout retirer par le même endroit, donc en le retournant comme une chaussette. Ensuite, la peau, elle est tannée, exactement comme un manteau de fourrure haute, et elle sera quasiment indestructible. Vous voyez, ça, tout se défait. Voilà, les oreilles sont défaites, complètement. Et c'est cette même peau qui va être mise sur le mannequin fabriqué exprès pour elle. Voilà, donc une fois naturalisé, le chat doit avoir une expression la plus vivante possible, et être quasiment transportable, c'est-à-dire que bien souvent leur propriétaire va les placer là, va le placer ailleurs, va le déménager continuellement. Donc c'est l'intérêt de ces mannequins en mousse de polyuréthane qui permettent de le manipuler sans risque. Donc l'important c'est que les coutures ne se voient pas, donc d'où explication de la fente la plus petite possible. Les pattes sont recousues également à l'endroit des griffes et pour le passage de la patte en polyuréthane. Pendant encore, disons, jusque dans les années 50-60, on utilisait encore le frison de bois et l'ancienne méthode, toujours, le crâne de l'animal, un fil de fer pour faire la colonne vertébrale, et puis la paille qui refaisait tout l'ensemble, et la peau qui était remise pour rhabiller complètement. Pour un chat, il faut compter environ entre 2000 et 2005, selon les positions demandées par le client ou aussi
c'est toujours hasardeux. Quand le client vous amène un animal domestique, vous savez, s'il est mort de vieillesse, ça va être laborieux parce que les poils vont bien moins tenir. S'il est mort de maladie, c'est toujours risqué. Et il y a toujours ce risque que l'animal se dégrade pendant le travail, quoi, pendant la transformation. Alors, il est évident que dans cette profession, on voit un peu toutes sortes d'animaux. On est même surpris que les Français ont des animaux un peu hétéroclites. On en voit déjà sur les quais, mais alors là, ça va aussi bien de la tarentule, en passant par les cobras, les crocodiles. En fait, nos outils de travail, c'est que ça. Hein. C'est les mains et puis le désir de se rapprocher au mieux de la vérité. Nous avions une adhérente qui avait déjà enterré un petit chien ici. Et un jour, elle me téléphone un petit peu embarrassée en me disant, voilà, comme vous le savez, je suis veuve depuis longtemps, donc j'envisage de me remarier. Enfin, toujours est-il que je suis avec un monsieur qui lui-même a perdu, il y a quelque temps, un chien. Et il l'a amené chez le taxidermiste, et donc nous avons dans le garage un beau chien qui est empaillé. Moi, ça me plaît pas tellement, mais enfin, nous avons trouvé un compromis. Nous allons vous amener le chien pour qu'il rejoigne ma petite Capucine bientôt au Jardin du Souvenir. Il y a 10 ans maintenant que nous avons enterré le premier chien. Donc 10 ans que nous avons créé un groupe d'amis et moi-même ce petit cimetière. Pourquoi? Ma foi, pour nous rendre service d'abord à nous, puisque aussi bien nos jardins particuliers commençaient à être trop pleins, puisque dans mon jardin il y avait les chats de mes parents, il y avait des animaux d'amis, etc. Donc il fallait absolument faire quelque chose. L'émotion est la même aujourd'hui qu'il y a 10 ans pour le premier enterrement. À chaque fois, c'est un drame. Un drame, pas pour moi personnellement, mais vraiment la tristesse des adhérents est forcée, malgré une petite carapace quand même qui a été construite en 10 ans, est forcée de passer. Et quelquefois, ça prend des proportions presque inquiétantes. Il y a quelques adhérentes que je ne peux pas laisser repartir comme ça en voiture après qu'elles aient enterré leur chien ou leur chat. Il faut discuter un petit peu, il faut parler, il faut faire quelques pas. J'ai eu des adhérents m'apportant un chat une semaine et sa sœur ou un autre chat 8 jours plus tard. Ils n'avaient pas supporté la séparation. Et souvent, c'est entre chat et chien. Un chat meurt, le chien, quelquefois, lui survit de quelques semaines. Il y a également des cochons d'Inde, il y a des lapins de compagnie, il y avait même une oie de compagnie. Alors là, autre anecdote, si l'on peut dire, c'est que les adhérents qui ont enterré cette oie de compagnie ont acheté un grand terrain en Bretagne où ils se sont retirés récemment et ils n'ont eu de cesse que de ramener l'oie de compagnie qui était dans un petit cercueil dans leur propriété des bords de mer. Voilà. Donc ils sont venus un jour avec une petite fourgonnette et puis ils ont pris le cercueil et maintenant l'oie repose en Bretagne. Voilà, autres animaux peut-être moins courants, nous avons des oiseaux, bien évidemment, une petite perruche qui vient de Sannois. La moitié à peu près de nos adhérents sont parisiens, un tiers est de Rouen et les autres sont de la région. Donc nous sommes également prophètes dans notre pays, puisque aussi bien nous avons 4 adhérents de mémoire à Douins, qui est un tout petit village de 200 âmes. Mais nous avons aussi des adhérents à Vernon, à Passy-sur-Eure, vraiment tout autour du cimetière. Et donc à chaque fois que je voyage, j'aurai presque l'opportunité, mais alors ça va également jusqu'au bord de la mer, jusqu'à Fécamp, jusqu'à Dieppe, et j'aurai presque l'opportunité à chaque fois que je me promène de voir ces adhérents, et non seulement de les voir, mais d'être reçu, puisque je vous dis bien, des liens vraiment très forts se sont créés quelquefois.
d'Asnières est extrêmement attachée à son cimetière animalier. Ce cimetière, on sait, c'est le premier cimetière animalier au monde. C'est peut-être de la ville d'Asnières le monument ou le site le plus connu. Si on connaît Asnières parfois bien au-delà même des frontières de la France, c'est grâce à son cimetière animalier.